tous et à toutes. Donc, très heureux de vous retrouver aujourd'hui ici au West Data Festival. Donc, je vais vous parler aujourd'hui je viens de Lille, et donc je vais vous parler d'une initiative qu'on a lancée dans les Hauts-de-France qui s'appelle la Cité de l'IA. Donc, la Cité de l'IA, c'est partie du constat des entreprises locales, et des grandes et des petites, que mettre en place de l'intelligence artificielle pour les opérations, pour la performance de l'entreprise, c'était pas forcément si simple. Qu'il y avait de la connaissance qui était un peu éparpillée dans différentes entités, dans différentes entreprises, et que mettre en commun, ça pouvait aider tout le monde à progresser, à aller beaucoup plus vite. Et donc, sous l'égide du MEDEF Lille Métropole, on a créé la Cité de l'IA, qui est une association d'entreprises qui a pour objectif justement de travailler sur l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, pour vous donner quelques chiffres, la Cité de l'IA, c'est 70 entreprises adhérentes, c'est un réseau d'à peu près 700 personnes, qui a une activité très récurrente, puisqu'il y a plusieurs fois par semaine des groupes de travail qui se réunissent. Aujourd'hui, on a 5 groupes de travail, l'IA et les RH, l'IA et l'éthique et le légal. L'IA et comment passer d'un POC à une solution à très grande échelle, ça c'est un autre groupe. Et le dernier, c'est tout ce qui est autour de la formation et des RH. Et donc ces groupes, en fait, produisent du contenu, et ça a donné lieu l'année dernière à un livre blanc, dont je vais vous présenter aujourd'hui un certain nombre de conclusions qui sont quelque part un espèce de guide pratique pour les entreprises qui veulent s'intéresser à l'intelligence artificielle en partant du qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, à quoi ça peut servir, jusqu'à l'entreprise qui se dit je vais le déployer à grande échelle dans mes opérations. Donc dans les adhérents, on a des entreprises comme Auchan, comme Laura Merlin, comme Kiabi, comme des groupes industriels comme Le Safre ou Roquette, des assureurs comme AG2R La Mondiale, ou encore des cabinets conseils comme PwC ou le cabinet ADX par exemple. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous parler pendant des heures d'A-Cité de l'IA, je vais vous parler de nos conclusions, parce que je pense que ça c'est de la matière qui est utile et que vous pouvez réutiliser pour faire des projets d'intelligence artificielle. Et donc, un peu, c'est une synthèse sur l'expérience cumulée de l'ensemble des membres, et pour les plus anciens d'entre eux dans l'intelligence artificielle, dont je fais partie, ça fait une vingtaine d'années. Donc, quelques mots sur qui je suis. Donc, je suis ingénieur de formation, je suis docteur également en machine learning. J'ai fait 15 ans de recherche au CNRS à l'université de Cambridge sur les sujets de machine learning, et en 2008 j'ai créé une entreprise qui s'appelle Vecchia, qui est une plateforme logicielle SaaS pour la gestion anticipée des approvisionnements, donc qui utilise, comme vous en doutez, beaucoup d'intelligence artificielle. Et puis depuis 2 ans maintenant, 3 ans, j'ai créé la Cité de l'IA pour accompagner les entreprises. Et puis j'ai aussi ce que je vous présente aujourd'hui, je l'enseigne aussi en école d'ingénieur dans différents contextes. Alors, l'IA en entreprise, on va passer sur 3 thèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA ? Je suis sûr que chacun d'entre nous a une définition différente, donc je vais vous proposer celle de la Cité de l'IA. Pourquoi c'est bien pour les entreprises ? Quelles sont les différences avec les technologies traditionnelles ? Certes, il y a la composante innovation, mais pas que. Et puis enfin, comment on s'y prend, et c'est peut-être le principal de ma présentation aujourd'hui, quand on veut mettre en place de l'intelligence artificielle en entreprise. Alors, notre définition, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas tel algorithme ou telle technologie, et je vous expliquerai après pourquoi, mais c'est plutôt, nous on le définit comme la capacité qu'on donne à une machine de réaliser des tâches intellectuelles complexes, qui étaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps faites par les humains. Et donc cette définition, elle montre aussi que l'intelligence artificielle, c'est une notion qui est évolutive. Ce qu'on appelait l'intelligence artificielle il y a 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui on appelle ça de la technologie. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, dans 20 ou 30 ans, on appellera ça de la technologie. Donc ça, on le voit d'ailleurs à travers l'histoire, on a une intelligence artificielle, c'était appelé comme ça par différentes générations à différentes époques de l'histoire. Mais évidemment aujourd'hui, il y a des choses nouvelles, Notamment, il y a beaucoup de données qui sont nombreuses, et surtout le point clé, c'est qu'elles sont faciles d'accès, ce qui n'était pas le cas précédemment. Le deuxième, c'est qu'on a énormément de capacité de calcul qui est disponible, et enfin, on a des librairies qui permettent d'accéder à des générations d'algorithmes qui sont tout à fait performants, qui permettent à beaucoup de gens de s'emparer de l'intelligence artificielle relativement facilement. Donc, cela étant dit, premier sujet qu'on s'est posé avec la Cité de l'IA, c'est quoi les grandes catégories de cas d'usage dans les entreprises? Alors des cas d'usage, il y en a des milliers, donc on n'allait pas les expliciter tous, mais je vous ai donné à chaque fois quelques exemples. Première grande catégorie de cas d'usage, c'est l'automatisation des tâches répétitives. Par exemple, repérer des défauts sur des chaînes de fabrication avec de la vision par ordinateur, répondre à des questions courantes de clients ou d'utilisateurs avec des chatbots, identifier des conditions problématiques dans des contrats, en analysant les contrats
qui nous lie à des fournisseurs ou à des clients. Trier des CV pour le recrutement. Créer des résumés de cours. Il y a des startups aujourd'hui qui permettent, vous mettez les PowerPoint ou le texte du cours et ça vous crée un résumé, ça vous crée même le devoir surveiller pour vérifier les connaissances. Donc pour les enseignants, c'est quand même très pratique. Deuxième grande tâche, c'est optimiser les processus. Rendre plus performants des procédés industriels, par exemple des procédés de fabrication basés sur la chimie ou la biologie. Comment faire pour régler les milliers de paramètres. Anticiper des stocks, limiter des pertes. On verra tout à l'heure avec la présentation suivante de Johan Robet sur comment justement gérer la supply chain avec de l'intelligence artificielle. On peut penser aussi à allumer et éteindre juste à temps des serveurs informatiques pour réduire la consommation d'énergie. Et puis d'une manière générale, dans les entreprises qui consomment beaucoup d'eau, on se rend compte que l'intelligence artificielle permet d'optimiser fortement les consommations. Autre point, c'est l'accélération des processus. Tâche intellectuelle complexe, avant il fallait que ça passe par le cerveau humain, ça prenait du temps, le temps de la réflexion humaine. Aujourd'hui on peut l'automatiser grâce à des algorithmes comme le trading à haute fréquence par exemple. Pour la livraison à domicile, optimiser des tournées, rechercher et développer dans le domaine des sciences du vivant par exemple, pour accélérer la recherche, plutôt que de créer la molécule et de la tester, eh bien, on peut la fabriquer informatiquement, la replier dans l'espace et regarder quelles seront ses propriétés chimiques sans avoir besoin de faire l'expérience. Comprendre des phénomènes complexes, analyser des préférences, construire des campagnes marketing, diagnostiquer des maladies, visualiser le trafic pour détecter des opportunités d'amélioration. Souvent, le côté visualisation n'est pas perçu comme étant un point clé de l'intelligence artificielle, et pourtant, ça aide énormément dans beaucoup de contextes. Enfin, faciliter les opérations. On a tous sur nos téléphones des assistants virtuels qui nous font gagner beaucoup de temps. On connaît la dictée vocale. Par exemple, un exemple très industriel, c'est la classification douanière. Il y a plus de 10 000 catégories de produits qu'il faut choisir de la bonne façon, sinon on se fait, reprendre par la patrouille de la douane. C'est très compliqué. L'intelligence artificielle, à partir de la description du produit ou de la photo, peut vous dire quelle est la classe dans laquelle vous devez l'affecter. Enfin, faciliter la collaboration. Identifier des emails importants qui attendent une réponse. Je pense que vous avez de plus en plus ça dans les outils de mail, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis traduire en temps réel, par exemple. Donc voilà les grandes catégories qui permettent aux entreprises d'aller améliorer leur performance et de manière souvent extraordinairement puissante. Et donc, on s'est posé la question aussi de quelles étaient les grandes catégories de bénéfices pour les entreprises. On a identifié 3. La première, c'est l'amélioration des emplois. Quand vous avez des métiers extrêmement répétitifs, dans lesquels ça consiste juste à saisir des chiffres dans des tableaux auxquels en général on ne comprend finalement plus grand-chose, le fait d'automatiser ces processus permet aux collaborateurs de prendre de la hauteur et d'avoir un métier avec plus de valeur ajoutée. Donc l'amélioration de l'emploi est vraiment un enjeu très fort de ces technologies. Le deuxième, c'est évidemment les performances économiques. Il y a notamment un chiffre que j'ai repris ici qui dit qu'on va passer de 2020 à 2028 d'un impact de 7 milliards à 90 milliards d'euros des technologies d'intelligence artificielle dans les industries en France. Et enfin, souvent un élément qui est un peu laissé de côté, c'est que l'intelligence artificielle, en optimisant les processus et la consommation d'énergie, permet d'améliorer l'empreinte environnementale des entreprises. Vous êtes d'accord avec tout ça ou pas ? Alors je vois des gens qui secouent la tête. Il est vrai que l'intelligence artificielle consomme de l'électricité, parce qu'il faut des serveurs, etc. Donc personnellement, je considère que l'intelligence artificielle récréative, elle n'est pas forcément très intéressante pour la société, même si c'est amusant. Par contre, dans le domaine par exemple de l'optimisation du transport et de la logistique, l'effet de levier sur l'empreinte carbone, si on met en regard l'économie de carburant des camions versus l'électricité consommée par les serveurs, on se rend compte que l'économie est très très importante par rapport à la consommation. Donc l'équilibre se fait quand on est sur des cas d'usage qui ont vraiment un impact important sur l'environnement. Alors, deuxième point, c'est finalement, du point de vue des entreprises, c'est quoi les différences de l'intelligence artificielle par rapport aux technologies traditionnelles et pourquoi il faudrait procéder différemment quand on fait de l'IA versus quand on fait de l'informatique ou des projets de changement classiques. Alors, il y a déjà des différences factuelles simples à voir. La première, c'est la très forte dépendance aux données. Évidemment, dans l'informatique, on a des données, mais
dans l'intelligence artificielle, il y a une exigence supplémentaire, c'est que les données soient accessibles, suffisamment nombreuses, suffisamment qualitatives. Et ça peut être un vrai changement pour les entreprises, d'adapter leur fonctionnement et de rendre accessibles les données. Le deuxième point, c'est que les algorithmes peuvent prendre des décisions. Alors ça, c'est la première fois pour beaucoup dans l'histoire des entreprises que ça arrive. Alors peut-être pas dans certaines industries, mais le fait de dire par exemple toutes les commandes d'achat de mon entreprise vont être faites par des machines, à des entreprises qui vont d'ailleurs auprès de leurs propres fournisseurs, qui ont eux-mêmes des machines qui vont exécuter ces commandes, ben, c'est un nouveau paradigme. Et ça veut dire que ça peut changer les responsabilités dans l'entreprise. Et donc ça nécessite d'avoir une vision très claire de la répartition des rôles et des responsabilités. Et ça, c'est aussi un très gros changement. Et le troisième, là on est un peu plus sur des choses qui se rapprochent de l'IA récréative, mais c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que l'intelligence artificielle peut créer des fausses réalités. Vous avez tous vu des fausses vidéos d'hommes politiques qui tenaient des discours qui n'ont jamais tenu, qui ont été créés par de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un exemple trivial, on peut en inventer dans beaucoup de domaines différents. Et donc, par rapport à beaucoup d'autres technologies, on ne peut pas laisser de côté l'éthique. Quand on fait de l'intelligence artificielle, faute de quoi, le projet ne peut pas aboutir. Donc ça, c'est des différences relativement, je dirais, objectives. Et puis, il y en a une deuxième catégorie de différence qui est extrêmement importante, peut-être la plus importante. C'est ce qui a été dit dans le cinéma et dans l'art sur l'intelligence artificielle. Là, vous avez trois exemples. 2001 de l'Odyssée de l'espace avec HAL, Terminator, le méchant robot, et Matrix Révolution, le robot qui vous manipule, l'intelligence artificielle qui vous manipule. Malheureusement, ou heureusement peut-être, c'est dans notre inconscient collectif. Et donc, quand un manager arrive dans son entreprise en disant « ça va être génial, on va mettre de l'intelligence artificielle », il y a une partie de la population qui va se dire « oulala, il va y avoir de la technologie alien ». C'est à peu près la même chose, en termes de capacité à comprendre. Quand on leur dit « vous allez rencontrer des data scientists, ils voient des aliens », ils disent « mais c'est quoi ces types-là? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Est-ce qu'ils veulent me piquer mon job? Est-ce que je vais passer pour quelqu'un qui n'est pas compétent ?» Enfin, donc ça pose des questions extrêmement fondamentales aux collaborateurs qui font qu'on peut vite se retrouver comme dans Cowboy contre Alien, avec des grandes références cinématographiques, où beaucoup de gens se rebellent finalement contre l'arrivée de ces technologies parce que ça appelle à des choses qui sont au fond de notre culture collective, qui font peur. Donc, si on arrive en disant on va mettre de l'IA partout, ça va être génial, je peux vous garantir que c'est la meilleure façon de rater le projet. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait, et c'est vraiment la synthèse de nos travaux, pour qu'un projet d'intelligence artificielle soit une réussite. Alors, je vais m'attarder sur quelques points. Déjà, le premier point, c'est quand est-ce qu'une entreprise est prête pour démarrer de l'intelligence artificielle, et on a identifié 5 critères. Le premier, c'est que si vous prenez une entreprise traditionnelle qui n'a pas évolué au cours des 5, 10, 15 dernières années en termes de process, et que vous voulez la transformer par l'IA, c'est probablement pas une bonne idée. Il y a des étapes intermédiaires à faire avant. Digitaliser, mettre en place un logiciel de gestion d'entreprise plus large, un ERP par exemple, etc. Mais il faut commencer dans une entreprise où il y a déjà un mouvement de changement. Deuxième prérequis, il ne faut pas faire de l'IA sur un truc dont tout le monde se fiche. Il faut faire de l'IA seulement si c'est nécessaire, évidemment, sur quelque chose qui est très important pour l'entreprise. Parce que l'effort pour y arriver est important, et si ce n'est pas quelque chose suffisamment intéressant, les collaborateurs ne vont pas s'en emparer. Troisième point, il faut une vision claire des leaders. La vision claire, c'est d'être capable de répondre à 3 questions. Pourquoi l'intelligence artificielle est la meilleure approche pour résoudre notre problème? Qu'est-ce que ça va apporter à notre entreprise? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que ça va apporter à chacun des collaborateurs dans son expérience de travail? Quatrième point, c'est il faut mettre en place une équipe projet. Je vais y revenir tout à l'heure sur la slide suivante. Et enfin, il faut évidemment des données accessibles et faciles d'accès. Alors l'équipe projet, j'entends souvent des gens qui me disent « je vais faire de l'intelligence artificielle, j'ai embauché un data scientist ». Alors en général, ça se passe pas bien. Parce que le data scientist, il dit « bon, ils sont où les données ?» On lui dit « ah, les données, il faut que tu ailles les chercher ». Donc le gars, il est venu pour faire des algorithmes, et pendant des heures et des heures et des jours, il va faire un travail d'ingénieur de data, et donc il ne va jamais faire de data science, donc au bout de 6 mois, il donne sa démission, et on recommence à zéro. Donc une équipe projet, selon nos travaux, elle doit réunir les rôles suivants. Alors ça, c'est un modèle
relativement générale. Dans les très grandes entreprises, il peut y en avoir plus, mais je dirais que ça, c'est les rôles qui doivent être incarnés. Ça ne nécessite pas forcément une tête différente sur chaque rôle, mais c'est l'ensemble des rôles qui sont nécessaires. D'abord, il faut quelqu'un qui soit chef de projet d'intelligence artificielle, quelqu'un qui conduise le projet, qui rende des comptes au reste de l'entreprise et qui raconte l'histoire. On était là, on va faire ça, et ensuite on fera ça. Pour aider à raconter l'histoire, il y a ce rôle de data storyteller. Dans l'intelligence artificielle, on manipule des données, mais il faut les mettre en scène, ces données. Il faut les raconter, il faut faire des belles présentations, il faut faire des histogrammes, il faut faire des courbes, il faut que les gens voient une évolution basée sur les données. Ensuite, l'expertise métier, évidemment, puisque l'intelligence artificielle est au service du métier. Donc il faut quelqu'un qui soit capable de comprendre les besoins du métier et aussi de se projeter en travaillant de manière directe avec le data scientist sur les innovations qu'on peut intégrer. Je vous donne un exemple. Dans notre entreprise, chez Vecchia, on a inventé un système en faisant travailler ensemble un data scientist avec un expert métier qui s'appelle la détection des stocks suspects. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand vous vous baladez dans un rayon d'un supermarché, il y a la donnée d'inventaire qui dit il y a 3 boîtes de petits pois, parfois elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'il y a des boîtes qui sont perdues, qui sont volées, qui sont détruites. Et c'est très difficile de corriger cette donnée, pourtant c'est essentiel pour bien approvisionner. Et bien en fait on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte en travaillant ensemble, que par le calcul on pouvait détecter quels étaient les produits probablement en erreur, et donc faire des inventaires tournants très ciblés sur ces produits-là. Ça, c'est pas l'expert métier tout seul qui aurait pu l'inventer, et c'est pas non plus le data scientist tout seul. C'est vraiment la conjonction des deux. Le data analyst, lui, il est là pour s'assurer de la qualité des données. C'est son job, il les range, et il les analyse, et il travaille pour le compte de l'expert métier. Le data engineer, lui, c'est vraiment un développeur, ou elle, qui va mettre les données dans les bonnes cases et s'assurer qu'elles sont accessibles et qu'elles sont conformes en termes de critères de sécurité. Bon, machine learning engineer, il passe à l'échelle avec le DevOps, et le data scientist, on a tous compris qu'il fait de la code. Mais quand on dit je prends un data scientist, ça va bien se passer, vous vous rendez compte en fait qu'on a oublié plein de rôles qui sont tous importants pour que ça marche. Ensuite, ce que ça retrace aussi, cette idée, on embauche un data scientist, c'est qu'on met au cœur de l'intelligence artificielle l'algorithme. Quand on réfléchit un peu plus, on se dit ah non, mais il y a les données aussi. Mais en fait, en réalité, on a souvent dans le mauvais sens. Ce qui est important dans un projet d'intelligence artificielle, c'est d'abord de penser autour des gens. Comment les gens vont appréhender la technologie, comment ils vont s'y projeter, qu'est-ce qu'ils en attendent, en plus ou en moins de ce qu'elle va donner. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on peut s'intéresser aux évolutions du processus. Et après, je dirais, data algorithm, c'est la partie facile. Pourquoi c'est la partie facile? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens très compétents, il y a des systèmes, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais ce qui fait rater les projets d'intelligence artificielle, pardon, je vais trop vite, c'est people et process. Ça fait PPDA, c'est facile à répondre. Bon, c'est peut-être plus une très bonne référence, mais en tout cas, c'est un bon moyen néo-technique. Donc, c'est une conclusion très importante. Les people, c'est ça qui est important dans un projet comme celui-là. Alors ensuite, comment ça se passe? Un projet d'intelligence artificielle, il y a 4 phases typiquement. D'abord, on évalue, et d'abord, on se vérifie qu'on a les données, et surtout, on choisit un objectif. Parce que cet objectif-là, il ne faut plus le changer, évidemment. Initialisation, on crée l'équipe, on trouve les données, on lance le projet, on arrive à une solution minimum viable, qui n'est pas forcément ultra performante, mais qui est de bout en bout et qui permet de commencer à tester les concepts. Parce que ce qu'on va tester, c'est pas que un algorithme, c'est aussi un nouveau processus. C'est de tester les mises à jour de données, c'est de tester l'ensemble du process de bout en bout. Une fois que ça, c'est opérationnel, on va commencer à l'utiliser sur un petit périmètre. On va le fiabiliser, on va l'améliorer, on va rajouter les écrans qu'on a oubliés pour les utilisateurs. Et on va pouvoir l'élargir. Et ce qui est assez différent aussi dans l'IA, c'est quand c'est fini, c'est pas fini. Puisque si vous laissez tourner tout seul un algorithme d'intelligence artificielle, au bout d'un certain temps, il finit par se dégrader. Parce que les données évoluent, parce qu'il y a des mises à jour de boîtes à outils, etc., qui n'ont pas été faites. Et donc il faut être capable de garder une amélioration continue, et c'est aussi une énorme opportunité, c'est que vous apportez tout le temps plus de la valeur. Et donc, si on résume sur ce graphique très simple ce qui se passe sur un projet d'intelligence artificielle, alors c'était censé être en animation, là tout est ensemble, donc je vais essayer de m'en sortir quand même. Donc, ce qu'il faut regarder déjà, c'est verticalement, là, c'est par exemple un indicateur business.
qu'on veut améliorer avec notre projet. Par exemple, si c'est du recrutement, on veut avoir plus souvent des bons recrutements, etc. Si c'est de la qualité, on veut vérifier plus souvent des défauts, trouver plus souvent des défauts. Ça, c'est l'ancien process, l'ancienne méthode, elle est à ce niveau-là. Quand on commence à initialiser, en réalité, on va beaucoup itérer sur les données, sur les algorithmes, mais les performances vont peut-être pas être extraordinaires au début. On va dire, ah, ça marche pas si bien que ça, ce truc-là. Mais en fait, à un moment donné, on arrive à avoir une performance qui n'est pas très éloignée du processus en place, et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le courage de passer en live. Parce que si vous n'êtes pas en live, en fait, vous ne pouvez pas améliorer votre système. Parce que dans le système, il y a aussi les humains et les utilisateurs. Si vous restez en laboratoire pendant des jours et des jours, vous allez faire un truc super, mais que personne n'utilisera jamais. Donc il faut avoir le courage d'aller en live avant que ce soit au point. Et c'est seulement quand on est en live qu'on arrive à trouver l'ensemble des paramètres, y compris humains, qu'il faut optimiser pour commencer à avoir des performances qui, là, pour le coup, quasiment toujours deviennent meilleures que l'ancien. Et puis l'intérêt également, c'est quand on est dans cette phase performée, on continue de progresser tout le temps, en fait. Donc on améliore toujours la valeur créée. Mais ce qui est difficile, c'est de gérer cette courbe rouge, qui est non pas la valeur du KPI, mais la perception qu'on a le reste de l'entreprise. Au début du projet, c'est génial, on va faire l'IA, ça va être super. Et puis on voit arriver les premiers résultats, il y a des gens dans les couloirs qui disent « Ah, ça ne marche pas si bien que ça en fait ». Bah oui, c'est normal, on est dans cette phase-là. Et puis quand on commence à mettre en production, bah, on voit que les problèmes. Et donc les gens deviennent extrêmement anxieux, parfois ils se disent « Mais ça ne marchera jamais ». Et puis finalement, quand on continue de travailler, ça finit par performer. Et puis il arrive un moment donné où il y a une mise en phase de la perception et de la réalité. Et puis là où c'est un petit peu aussi dommage, c'est que la valeur continue de progresser, mais plus personne ne s'en rend compte. C'est un peu ça le destin d'un projet d'intelligence artificielle, mais finalement, c'est aussi ça qu'il faut savoir. C'est cette aventure-là dans laquelle on se lance quand on fait un projet. C'est cet écart de perception. Voilà. Dernier message aussi sur les méthodes, c'est que vous ne pouvez pas faire d'IA sans méthode agile. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de questions auxquelles vous n'avez pas la réponse avant de commencer le projet. Donc si vous commencez à faire des méthodes dites cycle en V ou waterfall, à tout planifier, vous êtes absolument certain de planifier un échec. Donc qui dit agile dit on fait des itérations, mais par contre on sait où on veut aller. On ne découvre pas la destination en chemin. Donc en synthèse, ce que nous a montré ces travaux avec l'intelligence artificielle, avec la cité de l'IA, grâce au retour d'expérience de nos membres, c'est que l'IA en entreprise est une opportunité énorme. Leroy Merlin a économisé par exemple 80 millions d'euros de stock dans ses magasins en mettant en place de l'IA. Donc vous voyez l'impact, c'est absolument monstrueux. Mais ça nécessite de bonnes méthodes. C'est pas une technologie alien, c'est juste une technologie comme les autres. Il faut faire attention quand on parle de l'IA en entreprise, les gens ne savent pas que c'est pas une technologie alien. People, process, data, algorithme, ça j'espère que vous le retiendrez. Et enfin, apprendre prend du temps. Les entreprises qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sont celles qui vont commencer le plus tôt. Il ne faut pas attendre le grand soir avec l'intelligence artificielle, c'est un processus de transformation globale de l'entreprise. Et comme tout processus de transformation, il faut lui laisser le temps de se mettre en place. Il ne faut pas se dire, bah, je vais mettre de l'IA, ça va bien marcher du jour au lendemain. Non, c'est pas vrai. Par contre, si votre entreprise veut rester compétitive pour les 10 prochaines années, elle a vraiment intérêt à s'y mettre tout de suite, parce que c'est maintenant que ses concurrents sont en train de le faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.